Bonjour à toutes et tous, bienvenue ce matin à Léonard Paré, ravi de vous accueillir ici sur cette verrière, ravi de vous retrouver si vous étiez déjà venu hier, ravi de vous accueillir vous aussi qui nous suivez en ligne. Deuxième journée de cette 8e édition du festival Building Beyond que nous avons choisi cette année de consacrer à la thématique des ressources. Ce sont une centaine d'intervenants qui, sur ces 3 journées, vont venir débattre, échanger, partager leurs expertises, solutions, questionnements aussi sur la façon dont on peut avoir une meilleure gestion, plus durable de ces ressources autour de ces 3 verbes d'action que nous avons choisi pour structurer la programmation de ces échanges, prolonger, remplacer, régénérer. Et je suis sûr que plusieurs des séquences de cette matinée et plus globalement de ces 3 jours vont y faire largement écho. Alors si vous n'étiez pas présent hier, avant de démarrer cette journée, je vous propose un petit récap vidéo de cette journée, de cette première journée du festival. Je vous laisse avec ces quelques images. Bienvenue à Building Beyond. Quel plaisir de vous retrouver pour cette 8e édition du festival Building Beyond. Nous sommes dans l'accélération de la 4e révolution industrielle qui prend racine dans différentes chaînes d'approvisionnement, que ce soit celle de l'énergie, celle des matériaux, lithium, terres rares, cobalt, aluminium. Les entreprises vont faire face à des problématiques d'inflation, potentiellement des disruptions de chaînes d'approvisionnement, que ce soit sur l'énergie ou que ce soit en matériaux, en minerais. Pour s'adapter à ce contexte, les entreprises peuvent mettre en place ce qu'on appelle l'économie circulaire. De façon très simple, c'est quand mettre en place un modèle d'affaires qui, en amont de la chaîne de valeur, préserve les ressources et en aval ne produit aucun déchet. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire passer à l'échelle cette économie circulaire. Et un des leviers clés auxquels on croit beaucoup chez Circulaire, c'est la création de coalitions. Une coalition, c'est rassembler 5 à 10 acteurs industriels autour d'un challenge commun lié à l'économie circulaire pour faire passer à l'échelle ces solutions. Je travaille avec un ensemble de collaborateurs Vinci pour développer le réemploi chez Vinci, donc l'agglomération des solutions qui existent. Du coup, on a travaillé avec le Lab Recherche Environnement, notamment sur ce sujet de réemploi, et c'est l'occasion d'évoquer ces thématiques en externe et en interne, et puis de rencontrer un certain nombre de personnes, d'évoquer ce sujet du réemploi et de comment ça avance chez Vinci. Et donc ça s'appelle Back-in, donc la solution réemploi pour Vinci. Bluespine s'attaque à un fléau de nos sociétés modernes, le vieillissement des infrastructures en béton armé. Donc de faire l'économie de ressources comme le béton, on économise du sable, on économise de l'eau. Le vieillissement, il est dû à la corrosion de l'acier à l'intérieur du béton. Aucun ouvrage n'est épargné, les ponts, les bâtiments, les centrales nucléaires. Et Bluespine développe des solutions de diagnostic et de traitement pour prolonger la durée de vie des ouvrages. Le cadre législatif est essentiel pour accompagner l'économie circulaire aujourd'hui en France, mais plus largement dans l'Union européenne, parce qu'il y a de véritables enjeux à la fois de compétitivité, de souveraineté, de transition écologique. L'économie circulaire, pour qu'elle soit efficiente et qu'elle puisse s'inscrire dans une trajectoire vertueuse, doit être de proximité. Et la proximité est portée par les territoires, par les communes, par les collectivités. Il était fondamental que l'on puisse s'y intéresser de près. Voilà pour ce petit récap vidéo. J'espère qu'on aura des échanges tout aussi riches ce matin. Et sans plus tarder, je vous propose de démarrer notre première séquence qui va voir un dialogue entre 2 grands dirigeants de grands groupes du secteur qui utilisent beaucoup de ces ressources, avec Benoît Bazin, président directeur général du groupe Saint-Gobain, et puis Pierre Enjolras, directeur général de Vinci. Et cet échange sera animé, modéré par Ingrid Labuzan, que je vais inviter à nous rejoindre et à laquelle je vais laisser les clés de ce plateau. Ingrid, c'est à toi. Merci et bonne journée à tous. Merci Julien, bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous pour cette 2e journée qui a donc pour thème le mot remplacer.
donc remplacer des ressources et des matériaux, ce qui signifie beaucoup de choses. Ça signifie évidemment se mettre en phase avec des enjeux de transition énergétique, ça signifie répondre aussi à des enjeux d'innovation, et ça évidemment, et de réglementation d'ailleurs aussi, beaucoup de conséquences pour les grands groupes et les industriels, des conséquences en matière d'innovation, des conséquences en matière d'investissement, de chaînes d'approvisionnement. Donc comment est-ce que les industriels gèrent ces enjeux de transition multiples qui se centrent autour de la gestion des ressources, une gestion qui se veut plus durable? Nous en parlons donc, comme le disait Julien, avec Benoît Bazin et Pierre Enjolras, que j'invite à me rejoindre sur scène. Merci beaucoup à tous les deux d'être là. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on sait que vos groupes ont à la fois des points communs et puis certaines spécificités. Vous êtes évidemment des acteurs historiques sur vos secteurs respectifs. Vous occupez des positions différentes au sein de vos chaînes de valeur. Vous avez aussi des structures et une organisation qui est assez différente entre un grand groupe industriel, Saint-Gobain, et puis Vinci, qui est un grand groupe aussi, mais plutôt un groupe d'entrepreneurs. Donc ça va être intéressant de voir comment vous adressez tous ces sujets, si vous avez des points communs, si vous avez des visions ou des stratégies différentes aussi. Donc merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Puisque vous êtes à côté de moi, Benoît Bazin, on peut commencer par justement les priorités de Saint-Gobain peut-être. Quels sont vos enjeux aujourd'hui autour des ressources? Et puis surtout, des enjeux, j'imagine qu'il y en a beaucoup. Peut-être quelles sont surtout vos priorités d'action aujourd'hui et vos leviers d'action possibles? Alors déjà, dans le monde des matériaux de construction, ce sont des enjeux très importants parce que, juste en rappelant quelques chiffres, le monde de la construction, il produit entre 40 et 50% des déchets en volume sur la planète et il ponctionne à peu près 40 à 50% des ressources naturelles. Donc on est vraiment un gros contributeur, pas forcément autant en valeur, mais en volume, c'est quand même très significatif. Donc il faut agir et sortir du système linéaire dans lequel on était depuis fort longtemps. Les priorités de Saint-Gobain, elles sont de plusieurs ordres. Mais avant de les citer, je rappelle que pour nous, c'est un sujet stratégique. Nous avons vraiment besoin de matières premières pour produire des matériaux que Vinci peut ensuite assembler sur ses chantiers de construction. Donc c'est de plus en plus un enjeu stratégique. Je crois que ça a été évoqué par la sénatrice hier, même des sujets de souveraineté parfois. Très souvent, nous sommes sur des boucles locales, donc on est quand même sur des sujets locaux. Par exemple, Saint-Gobain a moins de 1% de son sourcing de matières premières qui vient de Chine, puisqu'on est dans 80 pays, on a plus de 1000 usines, mais elles sont locales, nos produits ne voyagent pas. Donc on est quand même sur des sujets très locaux, mais quand même des sujets de souveraineté. Alors après, nos priorités, c'est évidemment d'abord la moindre consommation de matériaux, donc d'essayer d'alléger les matériaux. Je prends un exemple, la plaque de plâtre moyenne aux États-Unis, c'est moins de 6 kg du mètre carré. En Europe, on est plutôt à 8, parce qu'il y a une habitude comme ça. Donc on peut alléger les matériaux. Ça économise naturellement des matières premières. Il faut ensuite substituer des matériaux avec la montée en puissance de l'économie circulaire. Saint-Gobain a plus de 20% du poids de ces matériaux qui sont d'ores et déjà des matériaux recyclés. Le verre, ça se recycle à l'infini pendant des millénaires partout dans le monde. C'est la même chose pour la laine de verre. Donc les matériaux recyclés. Après, on essaye aussi de pousser des systèmes constructifs, et là c'est naturellement en collaboration avec les constructeurs, qui sont plus économes en matériaux. Quand on construit par ossature, plutôt que des blocs pleins, de murs pleins, on va économiser du poids des matériaux et donc de la consommation de ressources. Donc il y a tout un tas d'initiatives. On a aussi des additifs, quelquefois, par exemple dans le béton, qui permettent de substituer des matières. Plutôt que d'aller chercher des matières très loin, on peut prendre des matières plus courantes, des agrégats plus courants, pour autant garder la même performance ultime. Donc il y a tout un tas d'initiatives. L'économie circulaire est évidemment au centre de tout ça. Mais voilà, un peu les grandes priorités de Saint-Gobain, c'est alléger le poids des matériaux, substituer des matériaux, prendre des matériaux quelquefois plus courants, plus faciles que d'autres. Tout ça est très adapté à des réalités locales, on y reviendra. Et puis naturellement, beaucoup d'innovation, d'efforts de recherche et développement derrière tout ça, parce que ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Et il y a notamment des effets d'échelle. Saint-Gobain, c'est 50 milliards de chiffre d'affaires, donc il faut quand même atteindre des effets d'échelle. Mais voilà un peu quelques pistes de réflexion autour des matériaux que nous avons, et évidemment des priorités d'action, et on pourra y revenir tout à l'heure en termes d'investissement.
Absolument, beaucoup justement de pistes aussi qu'on va creuser. Je voulais revenir peut-être sur une première idée que m'inspire ce que vous venez d'expliquer. On a l'impression que cohabitent plusieurs voies côte à côte, donc à la fois la R&D, vous avez souligné l'importance de l'innovation, et puis aussi une transformation de l'existant. Aujourd'hui, chez Vinci, c'est la même chose. Est-ce qu'on voit un peu cohabiter ces deux voies dans ce que vous entreprenez autour de la gestion des matériaux ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je voudrais d'abord souligner que ce qu'a dit Benoît au début, c'est-à-dire le poids des matériaux et le poids qu'on représente dans l'économie des matériaux, l'industrie en général de la construction, j'y souscris tout à fait. Et on partage la même vision, tant sur la priorité de la circularité que sur la priorité de décarbonation. Ce sont les deux premiers piliers de l'ambition environnementale de Vinci. Pour ce qui est de la gestion des matériaux, dans nos métiers de Vinci, ça commence et ça a toujours été comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une notion, qu'est-ce qu'on peut faire comme économie de matériaux dans ce qu'on construit. Et ça, c'est des sujets de conception des ouvrages que l'on construit. Et même quand on n'est pas concepteur, on a la capacité d'essayer de trouver des solutions qui sont plus intelligentes, avec moins de matière dans les fondations, moins de matière dans les structures, moins d'équipements, moins de lampes, enfin faire des choses un peu plus légères. Et ça, c'est au cœur de toutes nos entreprises, au point que ça existe depuis très longtemps. Certaines de ces solutions sont devenues des marques et même carrément des business. Je vais prendre deux exemples. Il y a 50 ans, vous avez dû tous entendre parler de la terre armée. La terre armée, ça permet tout simplement, avec quelques écailles de béton, de faire à peu près 50% d'économie sur les remblais. Et c'est devenu une entreprise leader dans son métier. Et quand on dirait une First Earth aux États-Unis, ils adorent ça et ils en utilisent encore plus qu'en France. Un autre exemple qu'on connaît tous, c'est l'exemple de la précontrainte, Freycinet. Là, ça fait quasiment 100 ans. Donc c'est une technique qui a permis évidemment d'augmenter la portée des ponts, mais qui permet surtout, avec des câbles tendus, de réduire les matériaux tant en armature que évidemment en béton. Alors c'est beaucoup plus cher, mais quand on veut faire des économies de matériaux, et Freycinet aujourd'hui est toujours une entreprise très très prospère sur son marché. Donc il y a des solutions de réduction, de frugalité, de sobriété, et qui s'expriment assez bien par un slogan qui a été porté par un grand architecte que moi j'admire beaucoup, qui est Mies van der Rohe, c'est « less is more ». Moins on en fait, mieux c'est et plus c'est beau. Ce qu'on fait aussi, c'est que des matériaux, on cherche à les réinventer, soit avec vraiment des nouvelles solutions. C'est le cas par exemple du béton bas carbone, sur lequel Saint-Gobain a également des solutions. Et on a commencé il y a une dizaine d'années à pousser cette solution, ce qui n'est pas simple dans le monde de l'industrie de la construction, parce que pour les cimentiers, c'est une très forte remise en cause. On a commencé avec quelques poteaux il y a 3 ou 4 ans sur le nouveau siège de Vinci, l'Archipel, qui a été construit à Nanterre. On a continué avec les premiers planchers sur un ouvrage construit par Vinci Construction pour Vinci Immobilier. C'est toujours plus simple quand on commence chez nous. C'était le village olympique. Et aujourd'hui, le plus gros bâtiment qui est construit en France, c'est l'hôpital de Nantes. On est à 100% de béton bas carbone et on s'est fixé un objectif chez Vinci d'atteindre 90% de béton bas carbone en 2030. C'est un peu ambitieux, surtout dans toutes les géographies, mais d'ores et déjà en France, on est à 60% sur nos activités de bâtiment et génie civil, comme quoi ça peut aller très très vite. Et puis il y a des matériaux, si j'ose dire, nouveaux. C'est tout... Parfois un effet de botte, c'est tous les matériaux biosourcés, on en parlait tout à l'heure avec Benoît, mais c'est tout simplement le bois, donc c'est pas vraiment des matériaux nouveaux, c'est plutôt le renouveau d'un matériau, ne serait-ce parce que des structures bois, on en construit chez Vinci dans notre filiale Arbonis depuis 40 ans de façon hors site. Et ce qui est intéressant avec le bois, au-delà des sujets que ça pose, notamment en termes d'économie circulaire, qu'est-ce qu'on fait du bois une fois construit, qui est un vrai sujet sur lequel il faudra qu'on trouve des solutions, parce qu'aujourd'hui on n'en a pas vraiment. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est convaincu que la bonne solution pour le bois, c'est pas de faire du bois tout seul, mais c'est de l'hybridation de solutions, c'est-à-dire une bonne structure, c'est une structure qui mélange et du bois et du béton et de l'acier. Et si vous venez chez nous à l'Archipel, on construit un bâtiment en ce moment pour ICAD, dans l'occurrence qui sera le futur siège de Schneider, et qu'on construit exactement comme ça, et qui permettent d'atteindre, pour le compte du promoteur ICAD et du futur occupant, des niveaux
des niveaux environnementaux qui sont très intéressants. Alors vous citez le terme de circularité, donc je vais en profiter pour me glisser ici. C'est un mot que vous avez tous les deux utilisé. C'était d'ailleurs une thématique qui a été beaucoup creusée hier. Aujourd'hui, quand on est un groupe de l'ampleur de Saint-Gobain, avec une empreinte internationale, la circularité, à quel point est-ce que c'est vraiment possible? Et est-ce que vous êtes fixé des objectifs précis, chiffrés, en matière de circularité? Alors oui, parce que j'indiquais qu'on a déjà un peu plus de 20% de matériaux recyclés dans nos fabrications de matériaux finis pour la construction, donc c'est déjà très significatif, hein. Et à chaque fois, ce sont des priorités internationales pour le groupe et ensuite des mises en œuvre locales. Alors, beaucoup d'exemples. On prend souvent, par exemple, des participations dans des entreprises qui sont souvent des PME, parce que le recyclage des matériaux, on l'a entendu avec Circulaire hier, c'est vraiment des sujets locaux, parce que les matériaux sont pondéreux, donc en termes économiques, c'est pas très rentable de faire voyager du verre recyclé de la France sur les États-Unis ou réciproquement. Donc il faut prendre ces initiatives locales. Très souvent, ce sont des PME qui montent ça en puissance, et nous, on prend des participations minoritaires pour leur sécuriser une structure financière solide qui les crédibilise, et deuxièmement, leur sécuriser un client qui va consommer ces matières premières. Alors c'est important, je disais tout à l'heure, au plan stratégique, c'est également important au plan économique. Quand par exemple on recycle du verre, vous économisez plus de 2 fois le coût de l'énergie, parce que vous ne repartez pas du sable, mais vous partez d'une matrice verrière qui est déjà faite, il faut la refondre, j'allais dire comme du chewing-gum, mais vous économisez de l'énergie. Donc en termes de coût, c'est bien plus intéressant, et de surcroît en termes de consommation de matière. Donc oui, on a beaucoup d'initiatives. Par exemple, on veut monter fois 2,5 sur notre calcin, c'est-à-dire l'utilisation de verre recyclé dans les fabrications finales pour aller à 25% en 2030. On veut faire x4 sur la réutilisation du gypse. Le gypse, c'est la matière première pour la plaque de plâtre. Donc on est déjà à 400 000 tonnes recyclées dans le monde et on veut monter à 1,6 million en 2030. On a déjà des usines qui sont à 30-40%. On a lancé des produits sur le marché. En France, il y a un produit qui a 50% de gypse recyclé. En Angleterre, à 100% de gypse recyclé. Donc il y a sur toutes nos activités, produit par produit, pays par pays, nous avons des objectifs sur le recyclage et le pourcentage de matériaux recyclés. C'est vrai sur ce qu'on fait sur les clins de façade en PVC aux États-Unis. Donc on a des initiatives partout dans le monde. La laine de verre en France, Isover, elle est déjà à 60% de matériaux recyclés. C'est très important parce que Pierre citait le biosourcé, nous on fait aussi de la laine de bois, on ne sait pas recycler la laine de bois. Donc la laine de verre, c'est du minéral, c'est du sable, c'est du liant sucre pour, comme de la barbe à papa, faire en sorte que les fibres de verre tiennent ensemble. On est déjà à 60% recyclé, on va être à 70%. Et alors ce qu'on fait pour s'aider dans ces objectifs, donc qui sont quantifiés partout dans le monde, c'est des boucles locales. Je prends un exemple sur la France. Nous sommes négociants de matériaux avec Point P, CDO, les plateformes du bâtiment, C. Saint-Gobain. On a déjà 810 agences sur les 2000 qui sont équipées depuis pas mal d'années. On n'a pas attendu la REP pour cela. On avait des déchetteries. Alors moi, je préfère appeler ça des lieux de collecte des matériaux de démolition plutôt que des déchets parce que c'est péjoratif. On a 810 agences qui sont équipées avec des bennes où on fait le tri. Parce que naturellement, pour bien faire ça, il faut trier le PVC, l'aluminium, la laine de verre, le plâtre, le verre. On a signé un partenariat avec la mairie de Paris pour reprendre toutes les fenêtres de démolition quand il y a des logements sociaux, des écoles, de même pour les plaques de plâtre. Donc on essaye d'avoir toutes ces initiatives locales avec les territoires, avec des négociants, ça peut être Saint-Gobain ou d'autres, avec les entreprises comme Vinci, Skanska dans les pays nordiques, parce que naturellement, l'économie circulaire, ça commence sur le chantier. On essaye aussi de la préempter parfois, c'est-à-dire de découper en usine à la bonne taille exactement ce qui va être assemblé sur le chantier. Ça gagne du temps sur les chantiers en termes de productivité, ça économise des déchets et on recycle ça directement dans les usines plutôt que de les ramener du chantier sur les usines. Donc il y a beaucoup d'initiatives et peut-être une dernière aussi sur les emballages. Parce que les emballages plastiques, c'est un sujet très important. C'est pas toujours facile de trouver des emballages papier qui n'ont pas un film plastique à l'intérieur. On a déjà 82% en 2024 de nos emballages qui sont faits à partir de plastique recyclé. On veut être à 100%. On veut qu'il y ait de plus en plus de poids de matériaux recyclés à l'intérieur des emballages, mais dans le monde de la construction, le sujet de l'emballage est aussi un sujet très important pour tuer ou éliminer le plastique et n'avoir que des emballages papier sans film plastique. Sinon, c'est beau à l'extérieur, mais ça ne change rien sur le fond. Et également avoir beaucoup plus de recyclage. Donc voilà, il y a beaucoup d'initiatives chiffrées. C'est des sujets qu'on rapporte au conseil d'administration du groupe. On a, comme Vinci, un comité de la responsabilité sociale et environnementale. Donc on suit tous ces sujets-là tous les ans avec des objectifs pour les managers
à court terme, enfin annuel, ou à moyen terme. Donc c'est vraiment des choses très mesurées. On vit effectivement à l'heure du reporting sur le financier comme sur l'extra-financier. Cette mesure de l'impact, j'imagine qu'elle est extrêmement importante. Comment est-ce que vous la mettez en place, vous, chez Vinci, notamment quand on se rend compte à quel point les initiatives peuvent être extrêmement locales sur la circularité ? Alors chez Vinci, en matière de circularité, on pense tout de suite recyclage parce que c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps, mais il y a un autre sujet dont je voudrais parler parce qu'il paraît quand même théoriquement beaucoup plus simple et on a mis du temps à tâtonner, à trouver des solutions, c'est le réemploi. Le réemploi, c'est quoi? C'est par exemple dans le bâtiment, un bâtiment qui change de nature, il va être déséquipé, voire détruit, et on a des filiales, notamment chez Vinci Construction, dont c'est le métier, Cardem, Neom. Et quand on le déséquipe, on peut récupérer tout un tas de choses. On peut récupérer des luminaires, on peut récupérer des câbles, des chemins de câbles, des gaines, des ventiloconvecteurs, des dalles de faux plancher, jusqu'au sanitaire. Et on se dit, c'est plutôt en bon état, est-ce qu'on ne pourrait pas le réemployer quelque part? Dans la théorie, ça paraît simple. En fait, c'est assez compliqué. Mais il se trouve qu'il y a une demande, c'est-à-dire qu'à la fois les équipes de Vinci Construction qui reconstruisent un bâtiment ou les équipes de Vinci Énergie qui les équipent sont preneuses parce que leurs clients sont preneurs de ce type de matériaux réemployés. Et j'en parle parce qu'on a, je pense, trouvé une solution qui marche en Île-de-France avec Vinci Énergie qui a créé une entité qui finalement fait de la logistique et du reconditionnement. Concrètement, c'est 7000 m² au Blanc-Ménil et qui récupère tous ces matériaux et qui les revend sur les entreprises qui font des nouveaux chantiers. Tous ensemble, ils ont appelé ça Bakin. Cette marque-là, ça a quelques mois, mais ça fait à peu près 1 an que ça dure et on a déjà 1 km simple de chemin de câble qui ont été récupérés. On a déjà 1500 ventiloconvecteurs. Donc c'est en train de marcher et j'en parle parce qu'on n'en est qu'au début, mais ça va finir par décoller. J'en suis sûr, on sent qu'on a fini par trouver la solution. Le sujet de circularité sur lequel on travaille depuis longtemps, c'est, comme je l'ai dit, le recyclage, à commencer par le recyclage des agrégats. D'une part, les agrégats qui sont produits plutôt dans des carrières. Chez Vinci Construction, en l'occurrence, on exploite à peu près 200 carrières. Et il faut savoir qu'on exploite aussi à peu près autant, c'est-à-dire 200 de plateformes de recyclage de matériaux où les chantiers de TP peuvent amener leurs matériaux, leurs déblais de chantier, et là, ils sont triés, concassés, criblés et réassemblés pour être revendus. Et ça, pour avoir quelques chiffres, et là on a un objectif chiffré, c'est-à-dire qu'on produit à peu près 80 millions de tonnes par an. En 2018, il y avait 10 millions de tonnes de ces 80 qui étaient issues de plateformes de recyclage. L'objectif, c'est d'aller à 20 millions, c'est-à-dire de doubler la part des matériaux, le tonnage des matériaux qu'on recycle à 2030. Et l'année dernière, on était à 16 millions, c'est-à-dire qu'on est plutôt en avance sur le plan de marche. Et donc, ça se développe assez bien. Ça suppose beaucoup de volonté. Ça suppose, par exemple, de transformer des anciennes carrières qui sont en fin de vie en ce qu'on appelle des carrières perpétuelles, c'est-à-dire qu'on accueille des matériaux et on les réemploie. On en a une en Normandie qui est très belle à visiter. Et puis, ça suppose aussi de réfléchir à la manière dont on réagence ces matériaux. Et ça, c'est le lancement par Vinci Construction d'un produit qui s'appelle OGEO, qui consiste à produire des formules avec des matériaux primaires issus des carrières mélangés avec des matériaux secondaires, parce que ça permet un peu mieux de répondre aux besoins, soit des gens qui fabriquent de béton qui sont nos clients, ou des gens qui font de la route. Dans le domaine de la route, il y a également le même sujet de recyclage, puisqu'on peut, quand on entretient une route, on commence par par raboter la route, on récupère ces fraisas et on peut les réincorporer comme matériaux recyclés pour faire un nouvel enrobé. Pour avoir un ordre d'idée, aujourd'hui en France, on doit incorporer à peu près 20% de tonnage. L'objectif, c'est d'arriver à 25%. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a réussi à démontrer, enfin Vinci Autoroute a réussi à démontrer en 2018 un chantier techniquement expérimental, comme quoi sur une section d'autoroute en service, en l'occurrence sur la 10 au nord de Bordeaux, on peut refaire une chaussée à 100% d'enrobé recyclé. Donc c'est plus une prouesse technique, mais ça marche. Et ça,
ça a permis de faire avancer les choses, puisque l'an dernier, Vinci Autoroute a refait ses chaussées avec à peu près 50%, je crois que c'est juste 48 ou 49, mais l'ordre de grandeur c'est 50%, avec des enrobés issus d'enrobés recyclés. Donc c'est quand même assez puissant et on voit qu'on va finir par y arriver. Voilà. Et on a parlé beaucoup des matériaux. Je voudrais maintenant qu'on se concentre un peu sur les ressources naturelles en fait, qui sont également sous pression. Avec peut-être d'abord une question de stratégie ou de vision, Benoît Bazin. Ces matières premières, est-ce qu'aujourd'hui, puisqu'on parle de réemploi, on est dans une démarche d'essayer de les réemployer, de les recycler, de les réutiliser, ou est-ce qu'on est plus dans une démarche de recherche de solutions alternatives, de substituts ? Alors je crois qu'il faut utiliser toutes les options, faire feu de tout bois, si je peux me permettre de brûler du bois aujourd'hui. Il faut véritablement utiliser tous les leviers. Enfin, Pierre a évoqué le réemploi, ben, ça en est un. Et je crois qu'on a fait ensemble des bouts du village olympique. Et justement, ça va être réemployé avec des plaques de plâtre qui se démontent, qui se réutilisent, etc. Il faut allonger la durée de vie des matériaux aussi. Donc il faut vraiment tout utiliser. Donc oui, la substitution des matériaux, c'est important. Alors c'est important, par exemple, Saint-Gobain, depuis 2016, a utilisé des prix internes du CO2 pour avancer très vite. Et depuis 2017, on a baissé de 44% l'intensité carbone dans 1 euro de chiffre d'affaires de Saint-Gobain en émissions directes, scope 1 et 2. Donc c'est quand même massif de 2017 à 2024. Donc on a un prix interne pour les investissements et un prix interne pour la recherche et développement. Je cite ça parce que, par exemple, depuis des millénaires, on fait du verre et du carbonate de calcium. On peut substituer avec du silicate de calcium. Alors, il y a 5 ans, les chercheurs nous disaient c'est impossible, techniquement, bah, si, c'est possible. Puis on disait c'est trop cher. Bah non, c'est pas forcément trop cher parce que si on met 200 €, ce qui est le prix du carbone sur nos investissements de R&D aujourd'hui, parce qu'on se dit que dans 5-10 ans, la tonne de carbone sera 200 €, c'est intéressant de faire du verre, ce qu'on fait maintenant en Inde, parce qu'il y a des carrières locales de holastonite, c'est la silicate de calcium. On a des séries de production avec 90% de substitution. Donc là, on a substitué du carbonate de calcium avec de la holastonite parce que c'est pas carboné. Et en Inde, il y a des carrières pas loin de nos usines, donc on le fait. Donc ça, c'est un exemple de substitution. Alors ça veut dire beaucoup de travail technique pour savoir faire du verre avec ces conditions-là, mais qui était plus tiré par l'angle CO2 que par l'angle ponction sur les matières naturelles, parce qu'il y a quand même du carbonate de calcium assez disponible partout sur la planète. Donc c'est variable, mais je crois qu'il faut vraiment utiliser tout ça. Le gypse que j'évoquais tout à l'heure, c'est inégalement réparti. Donc il y a des endroits où on veut utiliser du gypse synthétique. Par exemple, en Chine, où il y a encore des centrales au charbon, elles produisent naturellement un sous-produit qui est du gypse synthétique. Aujourd'hui, en Chine, on ne ponctionne pas le gypse naturel, on utilise ce sous-produit des centrales en charbon jusqu'au jour où, évidemment, elles s'éteindront. Donc on a toutes ces initiatives. On essaie aussi de substituer, par exemple, dans nos mortiers, on substitue du ciment Portland, qui est très lourd en carbone, avec des cendres volantes de palmiers qui sont découpés en Indonésie. Le palmier est utilisé pour faire du bois, de menuiserie, etc. Bon, bah, on utilise des cendres volantes voilà. Donc il y a tout un tas d'initiatives locales qui permettent petit à petit de reformuler les matériaux avec des nouveaux, d'utiliser l'économie circulaire, ce qui veut dire quand même pour un industriel, parce qu'il faut garantir à des groupes comme Vinci la même performance en termes de matériaux, performance thermique, efficacité énergétique, acoustique, durabilité, résistance à la salinité sur une pile de pont, etc. Quand on ajoute des adjuvants pour faire du béton bas carbone. Donc il faut garantir la performance, ça veut dire beaucoup de capacité de tri en amont des matériaux qu'on recycle ou des matériaux qu'on substitue. Donc il y a beaucoup d'innovations derrière. Nous, on dépense 600 millions d'euros de recherche et développement par an. 2 des 4 priorités, c'est précisément sur la décarbonation des process et l'économie circulaire. Donc c'est vraiment au cœur de nos enjeux d'innovation et d'investissement. Donc il faut utiliser tous les leviers, la substitution, la reformulation, l'économie circulaire, mais ça suppose quand même beaucoup de savoir-faire technique derrière. Je prends un exemple sur la fabrication du vitrage. Nous, on a 3000 capteurs. Donc, vous voyez, quand on passe, on a été les premiers au monde à faire du verre zéro carbone et à lancer en Europe et puis maintenant en Asie, en Inde, du verre bas carbone. C'est 40% de carbone en moins. Ça a été le carré des Invalides réhabilité par Nexity avec du verre bas carbone. Ça veut dire être capable de trier tout ça, d'avoir la bonne qualité pour ensuite assurer la performance souhaitée par le client final. Donc on voit effectivement une multitude de leviers d'action. Il y a aussi un enjeu de
d'avancer peut-être en parallèle sur deux jambes avec la transformation, la transition en tout cas durable du groupe lui-même. Donc là, je vais m'adresser à vous, Pierre Enjolras, donc du groupe Vinci qui doit faire sa transition, mais qui doit aussi dans le même temps accompagner ses clients dans leur propre transition. Donc comment est-ce qu'on mène aussi de concert ce double enjeu de transition ? Il faut mener les deux, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit d'abord exemplaire sur la réduction de nos propres empreintes, que ce soit en économie circulaire ou que ce soit en décarbonation, et en étant bien conscient que ces enjeux d'économie circulaire et de décarbonation, on peut offrir également de très puissantes solutions à nos clients qui sont en même temps des tendances de temps long, qui sont de puissants accélérateurs de nos propres métiers, de nos propres activités. Voilà. Donc si on prend la décarbonation, quelque part c'est aussi une économie de ressources puisque c'est moins de carbone, mais c'est surtout une économie d'énergie. Donc là encore on est dans une forme d'économie. Et un peu comme je l'ai dit au départ, c'est Less is More qui est le premier contributeur à nos efforts de décarbonation. Alors ça passe par des choses assez simples, hein, par exemple en matière d'autoconduite ou de formation au pilotage de nos usines. Je ne sais pas si c'est la même chose chez Saint-Gobain, mais quand on arrive à sensibiliser nos opérateurs, que ce soit les conducteurs, qu'on est parfois nous-mêmes, de nos véhicules, de nos engins et a fortiori de nos usines, on arrive à avoir des gains assez substantiels qui sont évidemment complémentaires des capex qu'on peut faire sur l'électrification de nos flottes, sur de véhicules légers, de fourgons. On commence à le faire sur les engins de chantier. L'offre est naissante, mais on est en train d'essayer de l'attirer. Et surtout, sur nos usines, on a une toute petite composante industrielle dans le domaine routier. Et pour donner un exemple, on a un objectif en énergie. On compte en kilowattheures par tonne produite. On était, il y a 7 ans, à 82 kWh à la tonne. On doit être aujourd'hui à 75. Et on a l'objectif d'arriver à 70 et on pense qu'on va y arriver. Donc tout ça, c'est quand même assez significatif et ça se voit. Après, en termes d'offres, tout ce qui tourne autour de la décarbonation, c'est-à-dire en clair de l'électrification des usages, c'est probablement le premier vecteur de développement de l'activité de Vinci dans son ensemble. Je ne pense pas qu'au métier des services à l'énergie, c'est-à-dire Vinci Énergie et Cobra, mais aussi dans le monde des concessionnaires d'infrastructures, que ce soit les aéroports ou les autoroutes, et aussi de la construction. Pour prendre quelques exemples, les besoins d'investissement en maintenance et en prolongation de durée de vie des infrastructures énergétiques sont énormes. On pense naturellement aux infrastructures de production, mais avant de parler des infrastructures de production, s'il faut mettre 1 euro dans les infrastructures de production, il faut mettre au moins 1 euro, on ne le dit pas assez, dans les infrastructures de réseau, de transport, de distribution, sans parler des systèmes de transformation ou de convertisseurs. Et on verra ce qui sort des conclusions de l'exemple récent de la failure du réseau ibérique il y a quelques jours, mais ça souligne qu'il faut mettre énormément d'argent dans ces sujets-là. Et là, Vinci Énergie et Cobra, c'est typiquement leur métier de base. Et puis dans la construction de centrales, on construit des centrales photovoltaïques, des éoliennes. On investit même maintenant dans des capacités nous-mêmes de production de photovoltaïque. On doit avoir à peu près 3,5 gigawatts crête de production photovoltaïque en opération ou en construction. Et on a l'ambition d'être sur un rythme d'1,5 gigawatt par an supplémentaire. Et après, on a également tout ce qui est l'électrification des usages, donc les usages de mobilité. Alors on pense naturellement à toutes les infrastructures ferrées, à toutes les infrastructures de transport en commun, à toutes les infrastructures douces dans les villes, et les pistes cyclables ou autres transformations de l'espace urbain. Mais c'est le principal enjeu de Vinci Autoroute, c'est-à-dire que pour décarboner les transports, il faut décarboner la route, parce que dans n'importe quel pays, même dans les pays qui donnent une priorité très forte depuis longtemps au rail, les transports routiers représentent toujours 80% à minima des transports. Donc il faut décarboner la route. Il n'y a pas 36 solutions. Quand c'est du domicile-travail, on peut mettre une borne chez soi ou au bureau. Quand c'est de la longue distance, il faut équiper les trajets de longue distance, donc les autoroutes, de bornes de recharge.
Et il se trouve que Vinci Autoroute et le système autoroutier français est probablement leader en Europe sur le sujet. On a chez Vinci Autoroute 50 bornes de recharge par 100 km. Voilà. Et quand on fait la comparaison, on est très en tête. Donc ces sujets d'électrification sont des vrais vecteurs. C'est la même chose dans l'électrification des usages des bâtiments et dans l'électrification du monde industriel. Mais ça, Benoît pourra parler mieux que moi. Mais alors je voulais sauter, je ne vous cache pas, à une autre ressource stratégique qui me semble importante d'aborder aujourd'hui, qui est l'eau. Essentielle dans vos deux métiers. Là aussi, il y a des chiffres, hein, vous êtes fixé des objectifs. Saint-Gobain, je reprends ce que vous avez dit. Pour 2030, votre objectif, c'est de réduire de 50% vos prélèvements en eau par rapport à 2017. Vous êtes en bonne voie, vous allez y arriver ? Alors juste quand même, l'énergie pour nous, c'est quand même beaucoup plus important que l'eau, parce que c'est 2 milliards de dépenses chaque année. Donc économiser de l'énergie dans nos process, c'est ultra important. Électrifier quand on peut, parce que c'est compétitif, on le fait. C'est comme ça qu'on a fait la première usine de plaques de plate au monde électrifiée en Norvège, la deuxième au Canada, et d'ailleurs Vinci Énergie à chaque fois a été un des partenaires. Donc l'énergie, c'est un sujet extrêmement important pour nous en termes d'économie, dans le compte de résultats, d'économie de CO2, de décarbonation et d'évolution du groupe. Donc on a beaucoup d'intelligence artificielle aussi pour optimiser nos process. Et puis naturellement, on contribue à l'efficacité énergétique du bâtiment. La meilleure solution, c'est de tuer l'énergie dans le bâtiment en faisant une bonne isolation de l'enveloppe. L'eau, c'est effectivement important. Alors l'eau, pour nous, c'est très souvent un paramètre de process. Donc on a beaucoup d'initiatives pour avoir des boucles fermées. On utilise le process pour ça, donc on est très actif là-dessus. On a créé même un fonds central eau pour dédier des investissements. On a l'objectif de diviser par 2 la consommation d'eau d'ici 2030. On est en bonne voie à fin 2024. On a déjà, sur les 1000 usines de Saint-Gobain, il y en a un tout petit peu plus de 100 qui sont dans des zones potentiellement de stress hydrique importantes. Donc des usines qui pourraient un jour, au mois d'août, ou en décembre dans l'hémisphère sud, s'arrêter parce que contrainte hydrique. Donc on en a déjà 42 sur les 105 qui sont sans aucune ponction de l'eau. Donc on est en boucle fermée. Donc il faut naturellement avoir les 100 usines qui soient en boucle fermée. Mais donc on a beaucoup d'initiatives sur la réduction de la consommation d'eau dans les process, ça veut dire réinventer des process, les boucles fermées, et puis des objectifs là aussi mesurés, et même une poche d'investissement pour pas que ce soit... l'eau était autrefois un peu la dernière roue du carrosse, parce que c'est pas un sujet massif pour Saint-Gobain quand même l'eau, mais pour s'assurer qu'on avance vite, on a même créé une poche d'investissement en centrale pour qu'un patron de pays, puisqu'on est organisé parfaitement par pays, donc de ce point de vue-là, Vinci et Saint-Gobain, c'est très proche, on est très décentralisés, territoriaux, avec des directeurs généraux de pays ou des directrices générales qui ont toutes les responsabilités, mais pour pas que ce soit la dernière roue du carrosse en investissement, on a créé un fonds d'investissement en centrale pour leur donner des ressources supplémentaires. Donc oui, on avance sur l'eau, y compris avec quelques procédés révolutionnaires dont je ne peux pas parler, qui pourraient, sur certaines fabrications, très substantiellement réduire la consommation d'eau, et donc d'énergie, parce que très souvent, nous, dans nos process, on prend de l'eau, mais après, on l'évapore. Donc si on peut prendre moins d'eau, ça fait moins d'eau à évaporer, donc c'est aussi de l'économie d'énergie, donc c'est très vertueux. Fondamentalement, ce que je trouve, moi aussi, sur tous ces sujets-là, et c'est peut-être un message aux plus jeunes que je vois là, c'est qu'on a l'impression, enfin en tout cas dans un groupe de fabrication de matériaux, d'être à la tête d'une gigantesque start-up. Parce qu'en fait, c'est foisonnant d'idées, de reformulation des matériaux, de changement des procédés, de changement des usages, d'accompagnement de clients sur des choses qu'on remet en cause. Donc c'est très motivant, c'est très attractif en termes de talent, hein, si on avance à toute vitesse sur nos efforts d'innovation, de recherche et développement. C'est différenciant au plan commercial. Quand on est les premiers au monde à faire du verre bas carbone, on va être les premiers au monde, enfin, en Amérique du Nord, à être avec une plaque zéro carbone à Montréal. On est le numéro 1 des matériaux de construction au Canada et aux États-Unis. Ben, c'est différenciant commercialement. Donc non seulement c'est attractif pour l'innovation et pour les talents, et de surcroît, ça marche et c'est rentable commercialement. Donc objectivement, il faut foncer parce qu'on coche beaucoup de cases. Mais donc il y a quand même un véritable enjeu de transformation. Vous expliquez que vous êtes un peu similaire à une start-up. Une start-up, alors je vais caricaturer, hein, mais on voit un peu son business plan tous les 6 mois. Comment est-ce qu'on joue sur ces différentes échelles de temps, sur ces différents impératifs économiques? Peut-être que là, je veux bien vous entendre aussi tous les deux, et Pierre Enjolras. Sur les impératifs économiques, parce qu'on a souvent tendance à opposer ces ambitions environnementales par rapport à une ambition économique. C'est comme il y a 20 ans, je me souviens, moi, quand je suis arrivé dans le groupe, on opposait la sécurité par rapport à la productivité sur les chantiers.
Il y a quelque chose qui est assez fort chez Vinci et qui est partagé dans les plus de 4000 entreprises du groupe, c'est la notion de performance globale. La notion de performance globale, c'est quoi? C'est de considérer que, de façon durable, il ne peut pas y avoir de façon dissociée une performance économique, une performance environnementale, une performance sociale. Et quand je dis performance sociale, c'est à la fois en interne, adhésion du corps social de l'entreprise, mais aussi en externe, c'est-à-dire d'acceptabilité de nos projets et de nos métiers par nos parties prenantes, à commencer par nos clients. Et donc, on est à peu près convaincu que faire un projet qui a un sens environnemental, et donc quand on affiche et quand on décide une ambition environnementale, elle est dans la durée et elle ne peut aller de pair qu'avec une performance économique, donc ça finit par être rentable, et par une performance sociale, c'est-à-dire qu'il y a de l'adhésion interne et de l'adhésion externe. Et ça, c'est assez puissant. Alors, c'est pas si facile que ça à faire, mais ça renvoie à un autre morceau de l'ADN de Vinci, qui est, alors pour le coup, par essence, parce que société de projet décentralisée, c'est-à-dire qu'il y a de l'innovation et de la transformation un petit peu en permanence. Et donc, effectivement, les exemples que j'ai cités, c'est ceux qui ont marché. Il y a eu aussi des échecs, mais on a commencé d'abord par des concepts, d'abord par des réflexions prospectives, parfois ici, dans ce lieu Léonard, parfois dans les entreprises elles-mêmes. Et puis après, on commence par tester un peu les choses. J'ai parlé du béton bas carbone, on commençait par faire quelques poteaux sur le site de l'Archipel. Et puis quelques années après, alors là c'est assez rapide, mais c'est un petit peu toujours comme ça, quoi. Vinci Immobilier, on n'a pas parlé de recyclage urbain, ils ont commencé, maintenant Vinci Immobilier fait plus de la moitié de ses opérations sous forme de, non pas de bâtiments neufs, mais de réhabilitation de bâtiments, voire même de récupération de friches industrielles. Et ça a commencé par un contrat où Vinci Immobilier a racheté finalement une 50aine de friches à Engie, voilà, avec l'idée de les transformer. Donc on commence par des tests, on commence par des expérimentations, et puis après ça se développe. Donc c'est un vrai effort d'arriver à être convaincu qu'on va finir par y arriver et que c'est notre risque d'entrepreneur. S'il y a des sujets qui ne marchent pas, il faut savoir les arrêter ou les réorienter ou les hybrider. Mais quand on mélange tout ça, la notion de performance globale et cet ADN d'innovation et de transformation, on finit par trouver le business domain. Et ce dont on est convaincu, c'est que, mais je pensais la même chose pour Saint-Gobain, on est leader l'un et l'autre dans nos métiers, donc c'est notre rôle de leader à la fois pour l'industrie, à la fois pour la profession, à la fois pour les pays dans lesquels on travaille, mais que si on ne le fait pas, on va arrêter de faire la course en tête, quoi. Donc c'est assez naturel finalement. Et ça se retrouve parce que quand on fixe des objectifs, on finit par les atteindre, voire même les dépasser. Même si au départ, quand on les fixe, on est peut-être un petit peu ambitieux, quoi. Mais ce qui est remarquable, c'est que ça pousse et qu'on finit par trouver des solutions efficaces. Alors justement, on arrive dans notre temps de conclusion. Vous citiez, Benoît Bazin, le terme de compétitivité et de souveraineté qui vous avait marqué dans les vidéos précédentes. C'est évident que ce sont des enjeux aujourd'hui pour la France, pour ces grands industriels. Est-ce qu'il y aurait des freins à lever ou des façons d'accélérer aujourd'hui sur certains des sujets qu'on a pu aborder, sur la circularité ou sur ce qui vous semble aujourd'hui important? Deux thèmes qu'on n'a pas encore évoqués. Je pense qu'on a besoin d'un cadre, notamment de réglementation, qui soit stable, visible, prévisible et à long terme. La REP, par exemple, la responsabilité étendue des producteurs, donc qui nous oblige à récupérer les matériaux de démolition, c'est une bonne chose. Ça ne veut pas dire qu'on y arrive dès le 1er janvier ou le 1er jour, mais ça veut dire que ça donne une trajectoire, qu'il faut la maintenir et petit à petit progresser. Donc on a besoin d'un cadre réglementaire qui soit attractif et à long terme. Par exemple, quand il y a beaucoup de pays sur lesquels la mise en décharge ne coûte rien, ça n'incite pas à l'économie circulaire. Donc voilà, un cadre. Deuxièmement, et ça a été évoqué aussi, je crois, par Circule Air hier, de la coopération entre les acteurs. Multimétier, je prends juste l'exemple de Saint-Gobain, mais évidemment on le fait avec d'autres acteurs. Quand on recycle du verre, le verre le plus pur, il faut le faire pour le verre bâtiment, le verre automobile, le verre bâtiment, parce qu'il faut quand même voir à travers le vitrage. Le moins pur, on peut le mettre dans la laine de verre, on ne lit pas son journal à travers la laine de verre, et les résidus, on peut les mettre, nous, en substitution du ciment dans nos mortiers.
Et on peut déployer ça sur plus d'industries. Donc de la coopération entre les acteurs du monde des matériaux, avec évidemment les acteurs de la construction, avec les artisans, avec les entreprises, pour recycler. Donc il faut beaucoup de coopération pour passer à l'effet d'échelle, notamment sur les sujets d'économie circulaire. Puis le troisième sujet, c'est garder une vision de long terme. C'est-à-dire qu'il faut à la fois mesurer à court terme, dans les objectifs, dans les rémunérations des managers. On fait ça chez Saint-Gobain depuis pas mal d'années. Et puis avoir un cap à long terme. Je vous cite un exemple, parce que vous pouvez dire Saint-Gobain qui s'engage à être neutre en carbone en 2050, Bazin il ne sera pas là, donc ça ne le préoccupe pas trop. Nos flots de verriers, nos grosses usines de vitrage, une usine c'est 150 millions par unité, elles sont en général d'une durée de vie de 20 ans. Là aussi c'est intéressant parce qu'il y a 20 ans, elles duraient 10-15 ans, donc on les a prolongées. Ça veut dire prolonger des équipements. Mais ça veut dire que celles qu'on va installer en 2030, elles devraient être capables d'être neutres en carbone en 2050. Quand vous investissez 150 millions, vous avez intérêt à avoir un pilote industriel en 26 ou en 27 avant. Donc il faut cette vision de long terme, tout en étant capable de mesurer des objectifs précis à court terme, et puis d'engager, comme l'a dit Pierre, tout le corps social. Nous, on avait pris l'engagement il y a 2 ans de former 80% de nos collaborateurs à la fresque du climat. Alors je sais qu'il n'y a pas que la fresque du climat pour avancer sur beaucoup de sujets, mais quand même, ça a permis d'ouvrir les esprits à tout un tas de collaborateurs, des ouvriers en Inde, aux États-Unis ou ailleurs, et donc de créer aussi tout un tas d'initiatives locales du terrain qui peuvent être tout à fait performantes. Donc on a formé 81 000 collaborateurs sur les 160 000 du groupe en 2 ans, et on va continuer naturellement. Donc voilà, il faut un cadre réglementaire, et l'Europe, la France peuvent en procurer, que ce soit sur les sujets d'économie circulaire, d'énergie, de normes des bâtiments. Après, il ne faut pas changer le cadre tous les 6 mois, parce que sinon on perd tout le monde, et ça a été quand même un des problèmes sur les dernières années, parce qu'on est dans un monde avec une inertie lente. Une entreprise de construction, elle donne une garantie décennale, donc on ne peut pas changer les règles tous les 6 mois. Il faut un cadre stable et prévisible, il faut de la coopération, et puis il faut ce mélange dans les entreprises de long terme et d'engagement de court terme. Pierre Enjolras, Léonard a réuni ici plusieurs parties prenantes de votre écosystème. Comment est-ce qu'on facilite cette coopération entre tous les acteurs? Quels sont un peu les besoins ou les façons qu'on pourrait avoir de mieux collaborer ensemble et avancer ensemble? Déjà, ce que je voudrais dire, c'est que ce séminaire, ça m'a fait prendre conscience de quelque chose chez Vinci. Bon, comme vous suivez le Vinci, on est leader mondial dans les infrastructures, et quand on dit infrastructure, on est forcément dans le temps long. Voilà, on ne construit pas une infrastructure, on n'entretient pas une infrastructure pour du court terme. Et le temps long, c'est précisément aussi un ADN assez fort de Vinci. Et ce que j'ai réalisé, c'est que dans tous nos métiers chez Vinci, nos activités sur les infrastructures, c'est finalement essentiellement et de façon très majoritaire de la maintenance de ces infrastructures, de l'exploitation, de la réparation, de la réhabilitation. C'est-à-dire que dans tous nos métiers, on intervient, contrairement à l'image qu'on peut en avoir, beaucoup plus sur des infrastructures existantes, ce que les anglo-saxons appellent le brownfield, que sur des infrastructures nouvelles, ce que les anglo-saxons appellent le greenfield. C'est vrai dans les infrastructures de mobilité, les infrastructures d'énergie, les infrastructures de communication et toutes les infrastructures au service de la ville. Et c'est vrai dans nos 3 grands métiers. Dans notre métier de concessionnaire, on passe beaucoup plus de temps sur la durée de nos concessions à être en période d'OPEX, donc d'entretien et d'exploitation de l'infrastructure, que dans les métiers de CAPEX. Il y a même des concessions sur lesquelles les CAPEX, on n'en fait pas, ils ont été faits avant. Voilà. C'est vrai dans les métiers de l'énergie. Les métiers de l'énergie, ils font énormément de contrats qu'on appelle en ONM, opération et maintenance, parfois sur de très longues années, et en intervention sur l'existence, c'est largement plus de la moitié par rapport aux opérations neuves. Et dans la construction, c'est pareil. Dans la route, on construit quasiment plus de routes neuves, on intervient sur de l'existant, a fortiori en urbain. C'est vrai dans les métiers de l'hydraulique, les canalisations d'eau, et c'est vrai dans le bâtiment, puisque maintenant on est à peu près à 50% d'activités de réhabilitation, soit chez Vinci Immobilier, soit chez le bâtiment en construction, par rapport à 50% de bâtiments neufs. Et j'ai commencé par Freycinet. On voit Freycinet, ces grands ouvrages. La majorité de l'activité de Freycinet, c'est de la réparation d'ouvrages d'art aujourd'hui. Et donc, prendre conscience que l'essentiel de notre activité, elle est précisément sur ces sujets de prolongation, de remplacement et de régénération,
c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience, mais qui nous met naturellement sur ces sujets. Alors, une fois qu'on a dit ça, ça se passe chez Vinci, dans chacune des entreprises de Vinci, et ça se passe forcément en collaboration très ouverte avec nos parties prenantes, à commencer par nos clients. Et quand on est sur des sujets d'innovation et de transformation, eh ben c'est au cas par cas, mais on a des programmes, soit des initiatives locales de partenariat avec des centres de recherche, dans les plus grandes écoles en France, mais aussi dans d'autres pays. On le fait avec des startups, c'est le sens de ce lieu ici, Léonard, qui permet qui est une plateforme finalement, non pas pour les équipes de Léonard d'inventer les solutions, mais de créer un cadre, de créer un lieu où ces partenariats avec les chercheurs, avec les startups, avec les partenaires industriels, dans la chaîne amont, pour nous, Saint-Baume et tous les autres fournisseurs de matériaux, parfois en aval, avec les exploitants, avec les constructeurs automobiles, avec les exploitants de compagnies aériennes, ben, on arrive à trouver ensemble. Et l'expérience montre, et je l'ai cité à travers quelques exemples, que même au sein de Vinci, ça passe très souvent par des coopérations internes entre nos propres business units. Donc, quel meilleur exemple que ce lieu qui est véritablement une plateforme de partage et d'échange pour nous faire progresser dans la durée. Voilà. Mais justement, si vous acceptez de rester avec nous, on va poursuivre le partage et l'échange, puisque je vous propose d'écouter 3 startups qui vont venir pitcher, avec lesquelles vous pouvez évidemment échanger, poser des questions si vous les avez, si vous acceptez de rester avec nous. Mais merci déjà pour ce premier regard croisé que vous venez de nous offrir. Bonjour à tous, je m'appelle Kevin Cardona, je pilote ce qu'on appelle l'innovation entrepreneuriale chez Léonard. Alors les deux mots sont importants parce que dans notre conviction, il n'y a pas d'innovation sans entrepreneuriat, sans cette capacité productive d'inventer, d'innover avec un modèle économique à la clé. Et pour faire le lien du coup avec la discussion précédente, on voulait vous montrer très concrètement des entrepreneurs qui proposent des innovations, et en l'occurrence des innovations autour des matériaux qui vont utiliser comme matière première des déchets ou des rebuts des systèmes historiques et qui vont créer des matériaux nobles. Donc c'est ce qu'on voulait vous montrer très concrètement aujourd'hui. Et on va commencer par Laurence, CEO de Sustainable, que j'accueille sur scène. Donc Laurence a créé Sustainable. Rendez-vous compte simplement que sur 1 mètre carré de ce matériau, vous avez l'équivalent de 100 bouteilles plastiques et à peu près 20 bouteilles en verre. Donc imaginez si on arrive à scaler ce matériau, à l'industrialiser, l'impact est évidemment fabuleux. Et je vais laisser Laurence vous expliquer son histoire, son produit et la suite de l'aventure. Laurence, please present Sustainable and what you have been developed. Thank you very much. Yeah. Thank you, Kevin. Bonjour, mon nom est Laurence Vergaveland. Je suis fondateur de Sustainable. And I'm switching to English now. Sorry for that. My friends, I did have some slides, so I don't know if they're going to come up. So the amount of waste that we all produce keeps growing. Both construction and demolition waste, and also the plastic waste, obviously. Each year we consume much more than the Earth can generate in a year. So the Earth Overshoot Day is a measure for that. Last year fell on August 1st. So on August 1st we consumed all that the Earth could generate in that year, actually. Do I have to click? So the next slide. So we like to contribute at Sustainable to making sure that the amount of waste decreases, and at the same time we want to use less natural resources. So we have a product with 70% recycled content, growing to 85% actually. And we mix post-consumer recycled PET from plastic bottles. We mix it with recycled glass. And we make a circular design surface. So this surface can be used for wall panels, countertops, tabletops, furniture, and all kinds of interior applications. Next slide, please. So if you look at, since we started in 2014,
After that, the EU has started to put a lot of emphasis and also far-going regulations on making sustainable products, also sustainable products, the norm in the EU. It started with the Green Deal, where the EU has put a goal to become a net zero continent and also a fully circular continent. And within this Green Deal, the Circular Economy Action Plan is a major element, very important element. And also there, the aim is to make sustainable and circular products the norm in the EU, the only product. So if within this plan, now there's the eco-design for sustainable products regulation. And with this regulation, also the aim is to increase the recycled content in products, to decrease the carbon footprint, and to improve the recyclability of products. And now very recently, there's also greenwashing regulations within the EU, which is very interesting. One of the points there is that the EU wants to prevent companies from making claims that a product has a neutral impact on the climate by offsetting, because the producer is offsetting the emissions. So that's what the EU wants to prevent. Yeah, so it's sustainable. Can you go to the next slide? Yeah, thanks. So all this legislation is seems to be tailor-made for sustainable. We have a product using 100 plastic bottles for each square meters. We use a lot of recycled glass nowadays, and we have 70% recycled content, going to 85%. We have the lowest carbon footprint of all stone surfaces in the market, and we can recycle our own product. So this makes it perfectly suitable, we believe, to form the sustainable alternative for ceramics, solid surface, and engineered stone products. We have quite large capacity, production capacity, can supply large projects, and we're very proud that in the beginning of this year, our wall panels were installed at the Lisbon airport and in passenger terminal. And this airport is operated also by Vinci. Ça c'est tout de moi. Merci beaucoup. Merci, Lawrence. Thank you, Lawrence. Thank you very much. Now, one question each. So, who wants to start? At what stage are you of the development? You already have a plant which processes. It's still a pilot, or it's already at scale, or at what scale? So yes, we have a first production line with a capacity of roughly between 200 and 250,000 square meters we can produce, and it's up and running. It's a first line, so the next line will be more efficient, obviously, but we have quite large scale capacity, and it's between demonstration and first production line, I would say. Yeah. And you're confident with your KPI so far to continue the roadmap? Yes, definitely, and of course there are all kinds of markets. The wall panel market is very suitable. Furniture, interior furniture, yes. And I'm very happy to learn, thanks to you, that Vinci Airport is doing a good job in Lisbon, but this I knew already, but not specifically on your topic. Yeah, thank you. Maybe one question for me. On the benchmark with other products, because it's very good on recycling by definition, by design. When you take energy, CO2, all this, how does it compare with ceramic tiles or other, you take materials? Did you have a bit of benchmark on where do you stand on the overall life cycle analysis, including CO2 and energy? Yeah, so the amount of energy we use is much lower, because ceramics, they produce at 1200 or even 2000 for the porcelain. We don't use that high temperatures. We go up to 250 maximum, much shorter time also. We don't have these enormous large ovens. So we have roughly 65% lower carbon footprint than that materials. Those companies, they offset emissions a lot. And that's an interesting topic. It's good, but on the other hand, it's not in the real product, I would say, because it uses a lot of energy to produce it. Yeah. Thanks.
And maybe, Lawrence, one question from you, if you wish. Yeah, thank you, Monsieur Enjolras and Bazin. So your companies are both huge companies, of course, enormous big companies. We are a relative small company, so for us it's very challenging to compete with economies of scale and also with all these commercial tactics of the large corporations that are supplying you. So my question is actually, is there some kind of formula that we can define together that both of our companies will be happy to introduce sustainable in your companies? I think for us, for instance, if I think of our billiards merchant activity in France, because we don't produce, but we sell a lot of ceramic tiles from different suppliers, I think it could be a good pitch to tell them, I have this material, it's better. We are the first merchant, Point P, in France to publicize on 100,000 products their CO2 content. So if you have a good pitch on my CO2 content is 30 or 65% lower than traditional ceramic tile, I think that could be a good entry door to test in one region, a few outlets to say what's the commercial attractiveness of the product. So that's one thing I think where we could partner and help you gaining scale and momentum on sales. Ah, great. For Vinci, we are a very large group, but it's made of 4,000 business units, and that's where the decision is made. Like you had the contract with the Lisbon Airport, so Lisbon Airport is fully entitled to do what they want when they have to select a product or a contractor. So what matters at Vinci is to be that your solution is known. So Leonard is a good platform to forward the information, but it's then to don't hesitate to make your products known, and if you know someone who can help you to disseminate the information, this is the way it will go. Voilà. That's the best way. Voilà. And to have the evidence by the fact, if you have good KPIs on this project at Lisbon Airport, you show that it makes sense, and the business units, are very pragmatic. So, merci beaucoup. Thank you, bravo. Thank you, Lawrence. You can have a seat here. So now we'll welcome Angelica, second project. So Lawrence was from Netherlands, by the way, and Angelica is from Luxembourg. Et la raison, je vais repasser en français, la raison pour laquelle on voulait vous présenter AirLab ce matin, c'est deux raisons principales. La première, c'est que le matériau ressource pour AirLab, c'est l'argile. L'argile, comme vous le savez peut-être, c'est là aussi un déchet des carrières qu'on opère quand on est un grand constructeur comme Vinci. Et là, ça devient un matériau noble. Mais là aussi, c'est pas si simple. Et là, l'innovation est autour de la robotique. Donc vous allez découvrir comment, avec de l'argile et de la robotique, on arrive à créer un nouveau matériau avec des nouvelles propriétés. Angelica, thank you for your pitch. Thank you. Good morning, everyone. My name is Angelica Bocian-Jaworska. I'm an architect and the founder and CEO of AirLab. And I hope my first slide will show here. Oh yeah, perfect. So AirLab is a construction tech startup based in Luxembourg. We are at this stage focused on hardware products. I will explain it in the next slide. And we are a hardware company, but we are able to keep quite nice gross margins, which is especially important for us and for investors as well. And I will explain how is that possible. So why we are doing this? First problem, which I found out on my way as an architect, was that construction material manufacturers, especially brick manufacturers, in many countries in Europe have to shut down their businesses because of the CO2 regulation and unsustainable energy costs. And the second problem is that architects, construction companies are also forced to use sustainable materials. But it's quite hard to even find them on the market. So
my mission as an architect and as a startup founder was like to bring these materials as soon as possible on the market so architects and construction companies and property developers can use them. But how to produce building materials with less CO2 and less energy? Because it's easy to say we don't need to produce more construction materials. Saint-Gobain will not be happy about this strategy. So let's agree that we have to produce, but how to do it like, with less CO2 and less energy. So that's exactly what EdLab is doing. Yes, so we work with construction companies which have a lot of construction waste, which is mostly earth. These companies, like small and medium size, had to get rid of this waste, especially like mostly on the landfill. They have to pay for that. So we take this waste. Sometimes even we are being paid to collect this waste. And what's for them waste, for us is our main resource. We developed our own material, geopolymer, and we 3D print bricks that are self-drying, which can even be recycled if we don't need them anymore, and we use this powder as an additive for the next batch. Thanks to this, we can reduce CO2 by 70%, and we also are using 65% less energy because we do not fire our bricks. So this is our brick. The production cost of one brick is less than €1 at this stage. If we compare it to like typical acoustic brick, which is very popular on the market, the production cost can be between 2 to 4 euros per piece. And our brick is not only sustainable, but thanks to 3D printing, we can play a bit with design, so the textures do not need to be just flat, and we can also provide quite good acoustic performance if we play with the infill of the brick. And if I talk about the design, I'm talking about like the wall does not need to be a flat wall, but it can be our interior design element. So you don't need to finish it. You don't need to think about how much we need to spend to like decorate the interior. Yeah, so we are still in a pilot stage right now here. But if we think about scaling up strategy, this is very important for startups always. We don't want to build new factories everywhere. We want to more license this solution to the bigger players on the market to penetrate the market faster. We already have first clients. One of our first clients right now, it's Luxembourg Pavilion at Expo in Osaka. So if you are planning to go to Japan for Expo, feel free to visit Luxembourgish Pavilion. We got some first investors and grants, and we are also this year's cohort of New European Bauhaus Accelerator, and also Leonard extended cohort for this year. We are targeting the interior design market simply because of certification. It's much easier for us to sell these as decorative acoustic bricks than structural elements. This is a different story, as we all know. So we are targeting this 200 million euros market. And right now we are raising our pre-seed round, which is 1.1 million. But the good news for us is that we only need 300K, which will unlock 800,000 equity-free grant from Lux Innovation. And the other good information for us is that we already raised 100K in this round. Our team is still quite small, but you know me already. Natalia has a PhD in waste-based geopolymers, and we have also Konrad with 20 years experience in construction industry. So we are getting there, and I hope our team will increase this year. And that was more or less the story of EdLab. We are EdLab because earth means earth. I will have this and other samples of geopolymer in the village after these speeches, so feel free to reach out. Thank you. We have a lot of connections, so it's very interesting. That's very good. Yeah, a lot of connection because first we already use clay. For instance, we produce, as you may know, additives, and we have been sorry because it was with Bouygues Construction, not Vinci. I have to admit, we made the first ever clay, 100% clay concrete block with our additives from Chryso, which used to be part of Lafarge 20 years ago. So clay, we know it, and we also built with raw earth.
already in the south of France. So we take excavation earth, and so all this makes sense, I think, to substitute materials. And we have also a company I think you should interact with in Eindhoven, where we 3D print some of our mortars. So it's very similar, and we are agnostic about what we put in terms of 3D printing, be it clay, be it something else. So I think it would be very good to connect. Sure. My question is that on acoustic, sorry to say, but I think there are more simple solutions on acoustic than making a brick, including some good Saint-Gobain materials. You put insulation, it has a lot of acoustic, and it's as simple because the point is that you have multiple functions. I think in construction, you are always looking at what is good for seismic, what is good for resistance, mechanical resistance, acoustic, thermal. So I would advise you to have not only acoustic in the brick, but maybe other functions. It could be aesthetic. It seems to be an aesthetic design. So because acoustic alone within buildings, unless it's a super high-end building, you may not find a mass scale market. So. And also, our experience so far on 3D printing is that it's very good for customized products, but it's not yet cost competitive for mass production. Right. If you have a special design to put the Saint-Gobain logo, which is a bit, or the Leonard logo, it's very good to do it with 3D printing. If you want to have a mass scale, 3D printing is not as cost competitive. So I think you have to define exactly what is your market. Is it a niche market for special design on acoustic 3D printed, and then it's not so interesting for larger production around the world. So what is exactly the market you target? Is it to substitute Portherm? It's for mechanical resistance, it's not for acoustic. So I'm not sure you can compare apple and oranges between your brick and other bricks. We don't manufacture bricks, but which have a different application. You see my question? Sure, yes. That's a very good point, and it's also not the first time we got this feedback, so I take it into consideration. Obviously, the dream was to have like multifunctional products, obviously, material, but as you said, we have to do it step by step, so obviously our first clients are for these decorative purpose walls, and with some custom-made color, with custom-made design. These are also like more premium clients, so we can also charge them like price that is dedicated to this custom-made elements. But as you said, that was kind of the big vision, to have the product that will be also an acoustic performance. We have just one client to test it, to 3D print clay panels, so they are not really bricks, much thinner. Let's see, but my research says that it can be tough to get into the acoustic market, but... No, one thing you could say is that if you were to put Saint-Gobain blowing wool inside the holes, you have a thermal performance. So it's one partnership that we could have. You make the holes, we put the blowing. No, but we do it on some of the bricks. On prefab, you fill the cassette, the elements, with blowing wool inside either a wood element or other elements. So it could make sense to have not only the design, the acoustic, but also the thermal performance. Just putting some, could be Saint-Gobain, it could be other materials, to have the insulation performance. Yeah, sure. That's what we have as in mind as a next step. So to also include some thermal insulation, probably which is already developed. So I think we should stay in touch. If I can ask one question to both of you, like, would be exactly what would be your recommendation for us? How to get into collaboration with bigger clients, or should we only focus on the niche? What, based on your experience, like? And also, when is the good stage to work with the big companies as you are? Well, first, it's very interesting because it's a demonstration. It's not bubblegum, it's hard. And it illustrates that their binders, maybe not as strong, but strong enough beyond cement. And it's not in the common understanding of everybody in the industry, including in our teams. Then we had an experience with a startup, but we happened not to be very successful at the end, with concrete 3D printing. And we've never found the way to find the right business. So technically it works.
we are capable to do very fancy shapes like that. And my first feeling is that, well, first it's a challenge to check whether with 3D printing you will find the right market where 3D printing makes sense. Because for concrete, but here it's different, we have not managed. So, and if you find one, I'm curious, we would be interested, because again, it will be, it's always good to exchange and to have some partnership. And with this experience in mind, I would be rather inclined, as Benoit said, to focus on niche market. You have and with bricks, it makes more sense just with 3D printing, with concrete 3D printing, to have some niches with some fancy architectural design, where you can get maybe also a better price, because a standard brick or even just concrete, you cannot achieve this fancy architectural shapes. And we are also interested because in our quarries we produce byproduct, we produce clay, but which is a byproduct, so it's a waste. And it's also a challenge for us to use these clays as byproducts. And I have a question for you: is it your process? Does it depend of the type of clay you use, or is it standard, or is it specifically designed for each type of clay? So right now we design for like 3 different types of clay, but I can say that it's rather standard if it's not very sandy clay. Okay. So it has to be like rather thick clay, but then it should work. So I guess you have a lot of clay, so I would ask, can you please deliver? But we don't have that much capacity at this stage. But maybe just 2 comments on my side quickly. Sure. First, design very well what is the market you want to address, because I think it has to be, at this stage, a niche, high-end market, which is fine. I think there is still a lot of potential. We have done some applications of 3D. It was for very special shapes. We have even a biking bridge in the Netherlands. So defined well. It could be landscape furnitures with special shapes. And second, I would suggest that you get into contact with our Eindhoven team. It's not so far from Luxembourg. Yeah. So, okay. Because we do 3D printing, and I'm sure even on 3D printing technologies, you could exchange and print either clay or other materials. So that could be a good connection. Okay, thank you so much. Thank you for coming. Congratulations. Thank you very much. See you later. Donc comme ces sujets sont passionnants, on a pris un tout petit peu de retard. On va essayer d'être très efficace sur le dernier pitch, puisqu'on a le plaisir de vous présenter Austrea, avec Camille Kalenek, son fondateur. On a eu la chance d'accompagner Camille il y a 2 ans dans le programme Léonard Seed, et il va vous montrer où il en est aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Camille Kalenek, CEO d'Austrea. Et je crois qu'au Festival Building Beyond 2025, notre objectif, c'est de trouver de quoi seront faites les villes de demain. On essaie de l'imaginer, et ça tombe bien, puisque en fait, chez Austrea, nous, notre mission, c'est justement de... T'es sûr que c'est le point? Nous, notre mission, en fait, c'est justement de créer l'avenir des matériaux de seconde œuvre. Parce qu'en fait, on est en train d'imaginer un matériau, on est en train de créer un matériau à partir d'un biominéral qui est abondant et renouvelable, c'est la coquille de coquillage. Pourquoi on s'est intéressé en fait aux matériaux de seconde œuvre? C'est parce qu'en fait les matériaux conventionnels, par exemple le PVC, la céramique ou la pierre de synthèse, en fait ne répondent plus aux besoins de nos clients. Pourquoi? Parce que c'est des matériaux qui ne sont pas recyclés, c'est des matériaux qui finissent majoritairement en déchetterie, c'est des matériaux qui sont non renouvelables, c'est des matériaux qui sont issus de matières en déclin, de ressources en déclin, et c'est des matériaux qui sont polluants. Pourquoi ils sont polluants? C'est parce qu'ils ont été inventés dans un monde où en fait il y avait des ressources et un poids carbone infini. C'était pas l'enjeu quand on les a inventés. Et donc du coup, nous on s'est dit comment on allait faire un matériau qui convenait aux enjeux d'aujourd'hui. Ben, on l'a imaginé complètement à l'inverse. On s'est dit comment faire un matériau qui soit le plus écologique possible, tout en ayant des caractéristiques techniques et un prix qui convenait au marché. Donc nous, on a inventé un matériau qui est avant tout recyclable à 100%. Pourquoi? Parce qu'il est issu d'un coquillage et donc il est considéré comme une pierre, donc on peut le recycler en interne ou en déchetterie, en gravat. C'est un matériau qui est renouvelable.
parce qu'il est issu en fait d'un biominéral qui se renouvelle chaque année. Le coquillage, il y en a 250 000 tonnes qui se produisent chaque année, donc nous on peut faire des millions de mètres carrés avec le gisement. C'est une caractéristique unique que partage le coquillage avec le bois. Et également, c'est un matériau qui est bas carbone. Pourquoi? Parce qu'en fait, de la ressource jusqu'aux techniques de fabrication, on a imaginé comment faire pour économiser le plus de CO2 possible. Alors que sur les caractéristiques techniques et de prix, nous, on arrive à se positionner sur 3 marchés aujourd'hui. Donc le mobilier, le plan de travail et le revêtement mural et de sol. Alors jusqu'à présent, donc ça fait 2 ans qu'on commercialise, on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de chance, on a eu beaucoup de traction de la part des clients et on a réussi avec les promoteurs immobiliers et avec les architectes qui se sont engagés avec nous à faire des super projets. On a notamment réussi à faire le siège social d'AXA, on a fait les bureaux et les sanitaires. On a pu faire également le Palais de l'Élysée, où on a réalisé, on a travaillé 2 fois, ils nous ont recommandé de nouveau. On a réussi à faire des bureaux officiels, mais également tout ce qui est espace de réfectoire. Et on est en train de faire en ce moment la Tour NJ, où les photos sont un peu buggées, la Tour NJ, où on a réussi à faire justement donc, tout ce qui est espace de tisanerie et espace de pause pour la Tour NJ. Alors aujourd'hui, le projet australien, en fait, c'est extrêmement concret parce qu'on est en train de démarrer en ce moment notre démonstrateur industriel. C'est une étape importante pour le projet australien puisqu'en fait, on passe de quelques centaines de mètres carrés produits à 40 000 mètres carrés de matériaux produits chaque année. C'est aussi une étape de plus vers la construction d'une usine dans 3 ans qui va nous permettre de produire des millions de mètres carrés et de répondre vraiment aux besoins du marché. Donc nous, chez Austria, on y croit très fort à la ville de demain, une ville responsable et dynamique, et on espère que vous vous engagerez à nos côtés. Merci. Alors, moi j'avais une question. Justement, dans un contexte de ramp-up industriel et aussi d'une collaboration qui a été réussie grâce à Léonard entre Adim West et Austria, donc à une échelle locale. Quels conseils ou contacts vous pourriez nous donner pour nous développer à une échelle nationale, voire internationale? Ça a le mérite d'être direct. Oui. Il y a tous les paramètres économiques à bien étudier. Parce que échelle locale, échelle nationale ou internationale, le coût de transport, jusqu'où ça va, enfin, par exemple, par rapport à d'autres matériaux, parce que forcément vous êtes en concurrence avec d'autres matériaux existants ou à venir. Donc je pense que c'est toujours important, et là je raisonne sur nos métiers comme sur le vôtre, de se dire, c'est un conseil, il vaut mieux avoir 20, 30, 40, 60% de part de marché sur une région de France que 3% sur toute la France, ou 0,2% sur l'Europe. En termes de rentabilité, il vaut mieux être très fort à un endroit et petit à petit vous augmentez votre croissance avec des cercles concentriques plutôt que de vous éparpiller au risque de perdre de l'argent. En Suisse, il n'y a pas beaucoup de coquillages, donc il vaut mieux faire la Bretagne et la Normandie. Moi, je suis normand, que de se dire en Suisse où est-ce que je vais trouver des coquillages dans lac Léman. Enfin, il y en a peut-être, je ne sais pas, mais... Donc voilà, moi, une recommandation, c'est de dire grossissez par cercle concentrique très fort pour avoir une vraie position reconnue en Bretagne, si vous êtes en Bretagne, et ce sera quand même une des clés de la réussite, ou en tout cas d'éviter des gros pépins, de dire je suis allé trop loin, j'ai pas le bon coût de revient, le coût de transport, etc. Après, je pense qu'il faut arriver à convaincre des donneurs d'ordre, si vous passez en direct, des grands distributeurs. Encore une fois, point P, on est très fort en Bretagne, hein, historiquement. Donc, si vous nous convainquez que sur certaines applications, c'est intéressant d'avoir ça dans le catalogue, nous, on est très agnostique sur les matériaux, ce qui plaît aux clients. Donc, après, il faut former les vendeurs, former les clients. Mais donc, je pense qu'il y a intérêt à grossir par cercle concentrique pour assurer vos arrières et être vraiment très fort là où vous êtes avant de se disperser. C'est ça ma recommandation. Puis de bien regarder les coûts de revient, de bien regarder aussi la ressource, parce que je ne sais pas comment ça se passe, moi, le ramassage des coquillages. Est-ce qu'il y a un jour, il y a des ostréiculteurs qui vont dire attendez, si vous enlevez les huîtres, ça va abîmer la croissance des nouvelles huîtres ou des moules, ou les pêcheurs qui vont aller pêcher à la grande marée. Moi, j'ai fait ça quand j'étais enfant. J'ai plus de coquillages parce que monsieur est passé à 4h du matin à la grande marée. Et où est-ce que je trouve mes moules? Enfin, je dis ça parce que souvent, quand on raisonne sur la biomasse,
il faut savoir quel est l'équilibre qu'on va changer. Vous y avez sûrement réfléchi au-delà du CO2. Est-ce qu'on va changer l'écosystème marin? Est-ce qu'on va pouvoir prendre 90% des coquillages? Ou est-ce que c'est utile à quelqu'un d'autre? Ou est-ce que ce serait utile à quelqu'un d'autre un jour? Voilà, faut s'assurer de la pérennité de la ressource, à la fois en termes de rentabilité et puis en termes d'équilibre de l'écosystème. Ça, si je peux apporter un peu d'informations sur ça, parce que c'est vrai que c'est un point important. En fait, le projet a démarré parce qu'un des cofondateurs, son grand frère est ostréiculteur. En fait, il a compris que son grand frère rejetait 30 à 40% de son activité chaque année, qui mourait directement sur site. C'est la même chose d'ailleurs pour les moules de sous-taille, etc. En fait, le problème, c'est qu'en plus, historiquement, ces coquillages étaient rejetés en mer, mais ça a déréglé les environnements marins. Ça a été interdit, et désormais, il faut pouvoir les enfouir avec les déchets non recyclables. Donc du coup, on s'est dit, il y a un gisement énorme de biominéral qui se renouvelle chaque année, et qu'est-ce qu'on en fait ? Et on a commencé à chercher partout, dans l'alimentation, la pharmaceutique. Et un des cofondateurs, qui est très technique, s'est dit, mais attendez, c'est du minéral, ça s'utilise massivement dans les matériaux, il faut partir sur cette piste. Et en fait, on est sur cette piste depuis 4 ans maintenant. Voilà, ça me fait penser à un autre exemple qu'on a, je ne l'ai pas cité tout à l'heure. Notre dernière usine de plaques de plâtre en Inde, par exemple, elle est dans l'Andhra Pradesh et on utilise l'écorce de riz pour faire des briquettes. Et on n'a plus de gaz, on n'a plus d'électricité, on prend juste l'écorce de riz qui a été finalement un déchet de la croissance du riz, qui sinon aurait été brûlé. Donc à ce moment-là, on crée un écosystème très vertueux. Donc voilà. Non, je trouve que les produits sont très beaux. En plus, si ça a convaincu l'Élysée et AXA Avenue Matignon, après il faut s'assurer que vous avez un marché de masse un peu plus milieu de gamme, si j'allais dire, parce que tout le monde ne vit pas ou ne déjeune pas à la cantine de l'Élysée tous les midis. Mais typiquement, si vous convainquez un distributeur, comme un négociant comme Point P, comme fois on a des showrooms, je suis sûr que c'est très parlant comme produit et l'esthétique est belle. Donc, Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va enchaîner. Merci Camille, merci beaucoup. Merci messieurs, merci Ingrid.